J'ai passé les 2 derniers mois à relire et à analyser tous les chapitres de One Piece et j'ai trouvé 6 théories qui vont vous épater. Par exemple, une théorie sur le rire de Barbe Noire m'a vraiment étonné. Vous avez probablement remarqué que One Piece est rempli de rires bizarres. Mais avez-vous déjà remarqué que certains rires des personnages correspondent aux fruits du démon qu'ils ont mangé? Prenons par exemple les rires de Barbe Blanche, de Perona ou de Streusen. Ils rient tous avec les premières lettres de leurs fruits. Cela dit, avez-vous déjà remarqué le rire de Teach? Le rire de Teach est ce qui peut sembler sans importance à première vue, mais si cette théorie est juste, elle pourrait être la clé de l'un des plus grands mystères de One Piece. Il existe une créature mythique appelée Baize, également connue sous le nom de Hakutaku au Japon. Or, si l'on prend la première et dernière syllabe de ces noms, on obtient le rire de Teach. Est-il donc possible que Teach ait déjà mangé son 3e fruit du démon? Vous pensez probablement que ce n'est qu'une stupide coïncidence, mais soyez indulgents, ça devient fou à partir de maintenant. Baize est une créature mythique généralement représentée sous la forme d'un tigre, d'un mouton ou d'un lion avec 3 têtes ou 3 yeux sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est que le drapeau de Teach a également 3 têtes et que le chiffre 3 est très présent dans l'apparence de Teach. De plus, sa personnalité varie tout au long de la série. Parfois, il se comporte comme un lâche, parfois il est prudent et parfois il est trop confiant. Cela correspondrait parfaitement aux animaux représentés par Baize. Le mouton pour sa lâcheté, le lion pour son excès de confiance et le tigre pour sa personnalité calme et prudente. Qui plus est, avez-vous déjà bien regardé la cicatrice de Shanks? Comment Teach a-t-il pu la lui donner? De nombreux fans pensent que Teach a utilisé son arme à griffes pour le faire, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Si vous regardez l'arme de Teach, vous remarquerez qu'elle a 4 lames, alors que la cicatrice de Shanks ne comporte que 3 lignes. À partir de là, il est probable que Barbe Noire se soit transformée en Baize et ait surpris Shanks, ce qui lui a permis de lui faire une cicatrice avec ses griffes. De plus, Baize se traduit littéralement par marais blanc, ce qui pourrait faire allusion à Barbe Blanche et Marshall. Je donne à cette théorie 4 chances sur 10 de se réaliser, mais dans les dernières parties de la vidéo, je révélerai des théories qui ont 9 chances sur 10 de se réaliser. Maintenant que vous avez compris à quel point cette vidéo va être folle, laissez-moi vous raconter cette théorie insensée sur Imu et le monde de One Piece qui pourrait bien s'avérer vrai. N'a-t-il jamais semblé étrange que le monde de One Piece ne soit constitué que d'îles? N'a-t-il jamais semblé étrange qu'il y ait beaucoup de structures construites sous l'eau, des villes englouties, des prisons souterraines, aux îles souterraines et aux portes géantes? Il y a même un gros bouton s'abonner au fond de la mer qui n'attend qu'à être cliqué. Bref, c'est presque comme si un monde entièrement différent avait existé et avait été inondé à un moment donné, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement là que la théorie suivante entre en jeu. Au chapitre 908, l'un des 5 doyens a déclaré « L'équilibre du monde ne peut être maintenu éternellement. Il semble qu'un grand nettoyage soit nécessaire. » Alors, qu'entendait-il exactement par là? Et cela pourrait-il avoir un lien avec les structures sous-marines que nous avons mentionnées plus tôt? Eh bien, tout d'abord, il est important de mentionner que Oda prend beaucoup de références à la religion du monde réel, en particulier le christianisme. Cela peut être observé à de multiples occasions, comme Kuma portant une Bible, Mihawk portant un collier avec une croix, des fruits du démon et des anges vivant dans le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ce grand nettoyage était également inspiré par le christianisme et faisait référence à l'histoire de l'arche de Noé, durant laquelle Dieu a inondé la terre. Après avoir fait des recherches sur cette théorie pendant un certain temps, j'ai trouvé des preuves de ce que j'avance. Comme vous le savez déjà, Imu et les dragons célestes vivent au sommet de la ligne rouge de la cité de Marijois. Maintenant, il est très intéressant qu'ils aient choisi cet endroit précis, notamment parce qu'il s'agit du point le plus élevé du monde de One Piece et qu'il les mettrait à l'abri de l'inondation. Le fait que les dragons célestes soient considérés comme des dieux constitue également un parallèle intéressant, ce qui rend encore plus approprié le fait qu'ils inondent le monde de One Piece, tout comme Dieu l'a fait dans l'histoire de Noé. Cette théorie expliquerait également pourquoi il n'y a que des îles dans ce monde. En effet, si le monde était réellement inondé, seuls les points les plus élevés au-dessus de la mer seraient visibles, tandis que tout le reste sombrerait. Ce phénomène a été parfaitement expliqué lors de l'arc Longring Longland, où le chemin reliant les petites îles n'était pas visible parce qu'il était sous l'eau. Mais comment les 5 doyens pourraient-ils faire une chose pareille? Je pense que c'est là qu'intervient Imu. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, mais le nom d'Imu, écrit à l'envers, donne le mot Umi, et le mot Umi signifie mer en japonais. Il est trop tôt pour le dire, mais Imu pourrait avoir le pouvoir de contrôler la mer dans une certaine mesure ou d'élever le niveau des océans.
Quoi qu'il en soit, nous devrons attendre encore un peu jusqu'à ce que Oda nous révèle ce qu'il en est exactement. Pour l'instant, je lui donne une note de 5 sur 10. Les primes, les chiffres complètement inventés que le gouvernement donne aux pirates. Attendez un peu, sont-ils vraiment aléatoires? Et si je vous disais que ces primes sont en fait soigneusement élaborées, qu'elles ont une signification et que nous pouvons utiliser cette information pour déterminer quelle sera la prime finale de Luffy à la fin de la série? Ok, si vous regardez de plus près les derniers chiffres de chaque prime, vous remarquerez qu'ils ont une signification en japonais. Ok, vous ne le remarquerez peut-être pas car vous n'êtes probablement pas japonais, laissez-moi donc vous expliquer. Les derniers chiffres de Barbe Blanche sont 4 et 6, et si l'on prend la première syllabe de ces chiffres, qui sont Shi et Ro, on obtient le mot Shiro, qui signifie littéralement blanc en japonais. Si l'on fait de même avec le dernier chiffre de Kaido, qui est 110, on obtient le mot Hyakuju, qui se traduit par bête ou sans bête. Pour Big Mom, le mot est haha, qui se traduit par mère, et vous vous demandez peut-être en quoi cela nous aide à déterminer la prime finale de Luffy. Voyez-vous, il y a une combinaison de chiffres qui conviendrait parfaitement à Luffy, et ces chiffres sont 5656, ce qui ferait de sa prime finale 5656 millions de berries. Pourquoi ce chiffre est-il si parfait pour Luffy? Tout d'abord, il le placerait juste au-dessus du précédent roi pirate, Gold dit Roger, ce que nous nous attendons tous à voir arriver dans cette série. Deuxièmement, les chiffres 5656 épellent littéralement les mots Gomu Gomu, qui est le nom du fruit du démon de Luffy. Sérieusement, on ne peut pas trouver de prime plus appropriée que celle-ci. Elle mérite au moins une note de 5 sur 10. Et si vous pensiez que celle-ci était folle, nous allons commencer à couvrir les 3 meilleures théories de cette liste, et celles-ci vont littéralement vous époustoufler. Avez-vous remarqué que la chanson Bing Sake, celle que Brook adore chanter, a en fait des liens très intéressants avec l'île de Loftail et pourrait nous indiquer exactement où elle se trouve? Vous pensez probablement que je suis folle d'utiliser une chanson pour localiser l'île finale, mais quand on y pense, c'est tout à fait logique. Avant de voir comment Luffy et son équipage vont se rendre à Loftail, expliquons d'abord pourquoi une information aussi importante serait cachée dans la chanson d'un pirate ordinaire. Il est important de se rappeler que Joy Boy a vécu pendant le siècle du vide, et nous savons tous que tout ce qui concerne cette période a été effacé de l'histoire. Alors, ne serait-ce pas génial si Joy Boy avait dissimulé ses instructions importantes dans une chanson joyeuse pour tenter de les transmettre en toute sécurité? Oui, il l'aurait fait, et je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. D'accord, mais qu'est-ce qui est si important dans cette chanson? Eh bien, regardons de plus près certaines lignes de la chanson et essayons de les décrypter. Tout d'abord, il est souligné à plusieurs reprises tout au long de la chanson que l'équipe livre du Bing Sake. Alors, qu'est-ce que c'est? Cela doit être important. Dans la série, le saké est généralement quelque chose qui relie les histoires des gens et les rapproche. C'est ce que l'on observe lorsque Sabo, Ace et Luffy deviennent frères en buvant du saké. Ainsi, le saké de la chanson pourrait-il faire référence à la connexion de l'histoire du monde entier et à la transmission du savoir de tous les poneglyphes? Je pense que oui, et cela est confirmé par Roger lorsqu'il laisse un message près des poneglyphes de l'île du ciel, disant qu'il guidera ce texte jusqu'au bout du monde. Comme Loftail est la dernière île au bout de la mer, cela colle parfaitement. Les lignes suivantes décrivent une sorte de tempête qui tentera d'empêcher l'équipage de s'approcher de l'île et qui les obligera à battre les tambours pour tenir bon jusqu'au lever du soleil. Avec les récents chapitres du manga, cette expression est tout à fait appropriée, car le cœur de Luffy et le Gear 5 battent au rythme des tambours de la libération. À mon avis, il devra probablement se transformer sous cette forme pour repousser une menace qui tentera de l'arrêter, peut-être une véritable tempête ou un méchant comme Barbe Noire. La chanson se termine par le vers « Sans fin toujours errant, notre drôle d'histoire de voyage ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'expression « notre drôle d'histoire de voyage » s'écrit exactement de la même façon en japonais que « Loftail », ce qui prouve qu'il y a un lien réel entre la chanson et l'île. Je lui donne facilement 6 sur 10. Mais la prochaine qui concerne Aokiji et Barbe Noire est tellement bonne qu'elle a une probabilité de 8 sur 10 de se produire. Bien qu'il soit un marine, Kuzan est le seul des amiraux à suivre son propre sens de la justice. Par conséquent, nous sommes tous d'accord pour dire que rejoindre les pirates de Barbe Noire va à l'encontre de tout ce qu'ils représentent. Il doit y avoir une raison à cela, n'est-ce pas? Oui, je pense que Kuzan est en fait un espion envoyé par l'armée révolutionnaire pour garder un œil sur Barbe Noire, et certains éléments le confirment. Dans l'épisode 625, après que Aokiji ait sauvé Smoker, il lui dit qu'il y a certaines choses qu'il peut faire, maintenant qu'il ne fait plus partie des marines et que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Cela pourrait signifier qu'il a rejoint une autre organisation. De plus, durant l'arc Rêverie, il a été révélé que les révolutionnaires se sont échappés de Baltigo juste à temps avant que Barbe Noire n'arrive et ne détruise l'île. Puisque Aokiji est maintenant un membre de l'équipage, il savait probablement que Barbe Noire allait attaquer et aurait pu informer Dragon de ses plans.
Si vous n'y croyez toujours pas, il y a encore une chose qui pourrait vous convaincre. Pour des raisons inconnues, les 10 capitaines de Barbe Noire sont appelés les commandants du Titanic. Cela semble peu pertinent, jusqu'à ce que vous réalisiez que la chose qui a coulé le Titanic du monde réel était un iceberg, et comme Aokiji est littéralement un homme-glace, cela symbolise parfaitement qu'il pourrait les trahir à l'avenir. 8 sur 10 est une bonne note pour cette théorie, mais poussons la folie à son paroxysme et couvrons la théorie la plus folle de la liste avec une note de 9 sur 10, qui affirme que Riley est le père de Mihawk. D'accord, c'est une affirmation un peu bizarre, mais il y a beaucoup de raisons de penser que c'est vrai. Commençons par les similitudes entre les deux personnages. Tous deux utilisent une épée au combat. Mihawk est l'épéiste le plus fort aujourd'hui, alors que Riley était probablement le plus fort à l'époque. Oda a également fait allusion au lien entre les deux dans leur façon de s'habiller. Si vous regardez bien, vous remarquerez que Mihawk et le jeune Riley ont des motifs très similaires sur leurs vêtements. On peut facilement considérer tout cela comme des coïncidences, mais laissez-moi d'abord vous dire une dernière chose. Je crois aussi que Shakuyaku est la mère de Mihawk. Pensez-y, si Riley avait un enfant, ce serait très probablement avec elle. Mais ce n'est pas la seule raison. Si vous mettez Shakuyaku et Mihawk l'un à côté de l'autre, ils ont quelques similitudes visibles, la plus évidente étant leurs cheveux hérissés. Enfin, Mihawk a été vu portant une chemise avec des pivoines lors de l'exécution de Roger. Pourquoi cela est-il important? Eh bien, si vous traduisez le nom complet de Shakuyaku du japonais au français, vous obtiendrez, attendez, des pivoines. Je pense que cette histoire doit être vraie et ce serait vraiment cool de voir Riley et Mihawk se battre ensemble à un moment donné. Si vous aimez ces théories et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur cette vidéo où j'explique 12 autres théories insensées de One Piece que vous ne connaissiez certainement pas.